Bienvenue dans ce 4ème épisode de Project Yokai. Aujourd'hui c'est le grand jour, éteignez vos lumières, allumez vos lanternes, on va parler des Yurei. Deux infos importantes pour cette vidéo. Première info importante, aujourd'hui on va parler des Yurei dits classiques. Même si dans cet épisode on va quelquefois parler par exemple d'Onryo et de certains autres esprits, aujourd'hui quand je parlerai de Yurei, dites-vous bien qu'on parlera de ces Yurei là. Deuxièmement, cet épisode n'est pas pensé pour vous faire peur, ni vous mettre mal à l'aise, donc il ne contiendra pas d'images perturbantes ou choquantes, et bien sûr cet épisode n'aura pas de jumpscare, parce que les jumpscares c'est de la merde. Maintenant que tout est clair, on peut commencer. Dans le folklore japonais, quand une personne décède, elle devient une âme, aussi appelée Reikon. Si le défunt n'a pas eu une mort violente et est mort la conscience en paix, il passera dans l'autre monde rejoindre ses ancêtres, et c'est là que le Reikon deviendra Yurei. Il faut aussi savoir que les Yurei sont des esprits pacifiques, ils ne vont jamais chercher à faire de mal à quelqu'un. Je le précise car on m'a déjà soutenu le contraire. Mais bon, il faut avouer que des icônes de la J-horror comme Sadako et Kayako n'ont pas aidé à faire croire aux gens que les Yurei sont des esprits pacifiques. Mais il faut bien savoir que dans ces films-là, c'est pas des Yurei qui sont représentés, mais des Onryo. Et les Onryo, ça n'a rien à voir avec des Yurei. Le seul point commun qu'ils ont, c'est qu'ils sont de la même famille. S'ensuit alors tout un passage où j'essaie d'expliquer pourquoi, pour finalement me rendre compte que c'est trop long et chiant à expliquer, mais surtout que c'est hors sujet. Voilà, maintenant que tout ça est clair, on va pouvoir passer à l'apparence du Yurei. Et on va commencer par l'apparence vestimentaire. Pour commencer, le Yurei porte un kimono blanc appelé Kyo Katabira. Et si vous vous disiez que ce kimono est sûrement un vêtement funéraire et qu'il n'y a rien d'autre à dire dessus, et ben en fait, vous avez raison à 50%. Car le Kyo Katabira n'est pas qu'un vêtement d'enterrement. Même si à la base, il servait effectivement à ça, c'était aussi un habit léger en coton et en chanvre, qui servait de sous-vêtement durant la période Heian. Alors en vrai, je sais pas comment ça se dit, on va dire Heian. Ça s'écrit comme ça. Elle servait principalement à se tenir au chaud durant les saisons froides. Avec le temps, les gens commençaient à se découvrir et à se dire le Kyo Katabira, c'est un vêtement parfait pour l'été, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Il était vraiment apprécié pour son côté simple et léger. À ce moment-là, on s'approchait de 1700, donc on était vraiment en pleine période Edo. Bien entendu, le Kyo Katabira sert aussi de robe funéraire, mais dans ces cas-là, il n'est pas appelé Kyo Katabira, mais Shin Shozoku. Alors, pourquoi le vêtement a deux noms différents alors qu'en fait c'est le même? Et ben en fait la raison est assez spéciale. En fait les gens trouvaient ça glauque de se promener l'été avec un vêtement funéraire sur eux, et du coup ils se sont dit, mais si on change de nom, c'est pas le même vêtement. Du coup ils ont commencé à appeler le vêtement d'été Kyo Katabira, même si c'était déjà le cas avant, mais surtout ils ont commencé à appeler le vêtement funéraire, qui je rappelle est exactement le même, Shini Shozoku. Et si vous ne me croyez pas que c'est exactement le même, allez voir les photos et allez voir la composition du vêtement. Les deux sont tous les deux constitués de coton et de chanvre, et sont tous les deux décrits de la même façon en fait. Je vous passerai des liens sous les commentaires, j'ai trouvé des articles qui expliquaient bien tout ça, c'est très intéressant et très complet. Et pour le Shini Shozoku, il est porté par trois types de personnes. Pour ceux qui vont bientôt mourir, pour ceux qui sont déjà morts pour leur enterrement, on les habille comme ça, et enfin, troisième type de personnes qui pouvaient le porter, c'était ceux qui allaient subir le seppuku. En fait, le seppuku, c'était un suicide rituel qui consistait à s'éviscérer le ventre avec un tanto, pour se laver de son déshonneur. Ah, et dernière petite info pour le Kyo Katabira, c'est qu'actuellement dans le Japon, le Kyo Katabira c'est toujours un vêtement qui est porté. Le nom a juste été raccourci en Yukata, parce que c'est pas assez compliqué comme ça. Ensuite, toujours dans les vêtements, on a l'Itai Kakushi, qui est une sorte de couronne triangulaire blanche faite de tissu ou de papier. Et l'Itai Kakushi, c'est pas juste un truc esthétique, ça sert aussi aux Yurei. Déjà à pas se faire ressusciter. Ensuite, à ne pas se faire posséder par des démons ou des autres esprits. Ou même juste protéger en général des démons et des autres esprits. Et enfin, un truc qu'on oublie souvent, mais l'Itai Kakushi lui sert aussi à prouver son statut de Yurei. Ce bandeau, c'est d'ailleurs le meilleur moyen pour être sûr si l'esprit est bien un Yurei, même s'il y a des exceptions, on va y revenir. En exemple connu dans le cas de Yurei qui n'a pas de triangle, on a le fantôme d'Oyuki, qui représente le spectre, du coup d'Oyuki, qui est une jeune geisha morte. Et du coup, vous voyez bien que malgré l'absence de bandeau, Oyuki est bien un Yurei, parce que l'artiste l'a défini comme tel. Ah, et aussi, pourquoi il y a autant de blanc dans les vêtements? C'est parce qu'en fait, au Japon et encore aujourd'hui, le blanc est symbole de pureté. C'est aussi simple que ça. Mais l'Itai Kakushi et le Kyo Katabira, ça suffit pas à différencier un Yurei d'un autre esprit. Du coup, on va maintenant analyser le corps pour voir ça plus en détail. Donc on est parti pour analyser leurs particularités physiques qui font tout leur charme.
Déjà, leur peau. Étant des fantômes, ils ont une peau très pâle. Tellement pâle que dans certaines histoires, on dit même qu'ils sont transparents, voire même quasiment invisibles. Même si ça arrive dans certaines histoires que les Yurei ne soient pas décrits comme transparents, mais très bien visibles, comme vous et moi. Mais dans tous les cas, les Yurei ont toujours cette peau très blanche. Et dans pas mal de représentations récentes de ce yokai, ça leur arrive même qu'ils soient représentés avec de la peau bleue ou grise. Pour souligner leur côté cadavérique, mais je pense aussi que c'est fait pour un peu contraster avec tout le blanc du personnage. Maintenant, les cheveux. En fait, dans cette partie-là, on va plus démystifier des trucs que vous en apprendre, mais en fait, déjà, les Yurei, je suis désolé de vous l'apprendre, ils ont pas forcément les cheveux noirs. Si la personne qui est morte avait les cheveux roux ou blonds, bah le Yurei sera roux ou blond. Après, si vous voulez vraiment un élément tangible pour reconnaître un Yurei à ses cheveux, c'est que ses cheveux ne seront jamais coiffés. C'est expliqué nulle part, j'ai trouvé aucune réponse, donc je suis désolé, mais vous n'aurez pas de réponse à cet épisode là-dessus. Ah, et le truc des cheveux qui tombent sur la figure, c'est aussi un truc inventé par le cinéma. En réalité, les Yurei, ils ont pas spécialement les cheveux qui leur tombent dans la figure. Bon, il n'y a rien qui leur empêche de le voir le faire, mais il n'y a aucune raison, c'est qui leur donne envie de voir le faire. Dernier point sur le physique des Yurei, et même sur la description en général, c'est leur posture atypique. Ils se tiennent comme s'ils étaient épuisés, avec les bras écartés, mollement tendus, et les bras tombant comme si leurs poignets étaient cassés. Ça, c'est leur posture qui leur donne cet aspect vraiment mort-vivant. De plus, cette posture est appuyée par autre chose, c'est la maigreur du Yurei. Maigreur appuyée par le fait que le Kyo-Katabira est un vêtement très ample. Et enfin, un point très important, on peut aussi noter l'absence de jambes qui, pour le coup, est un truc vraiment propre au Yurei. Et cette absence de jambes, bien sûr, le force à flotter au-dessus du sol, pour lui donner ce vrai aspect fantomatique. Un point d'ailleurs qu'on retrouve avec nos fantômes européens à nous. Comme beaucoup d'autres yokai, les Yurei sont des yokai nocturnes qui apparaissent donc la nuit, mais plus précisément pendant les nuits d'été. Plus précisément, c'est pendant le festival d'Obon que les Yurei viennent dans le monde des vivants, un festival bouddhiste importé de Chine où on rend honneur aux ancêtres. Mais durant ce festival, il y a une tradition qui nous intéresse, c'est la tradition des lanternes. Pendant le festival d'Obon, les gens déposent des lanternes devant chez eux, pour aider les Yurei à se repérer. La plupart des lanternes sont fabriquées par la famille, spécialement pour l'occasion. L'élément important dans nos recherches liées à cette tradition, ce sont les Toro Nagashi, des lanternes en papier carré qui sont traditionnellement déposées sur l'eau, le long d'une rivière pour justement guider les âmes qui n'auraient pas réussi à rejoindre l'autre monde. C'est aussi fait à Hiroshima tous les 6 août pour rendre hommage aux victimes de la bombe nucléaire. Et pour information, les couleurs ont une importance. Par exemple, les lanternes blanches représentent les personnes décédées entre le précédent festival et celui-ci. Et donc c'est durant cette fête que les Yurei viendraient nous rendre visite pour faire la fête avec nous. Et pour ensuite repartir avec les lanternes en emmenant avec eux les âmes égarées, les fameux Reikon qu'on avait parlé au début de vidéo. J'ai même trouvé un épisode de Pokémon où on voit à la fois un esprit et les Toro Nagashi. C'est dans l'épisode 20 et dans la version originale, l'épisode est appelé Yurei Pokémon to Natsu Matsuri, qui traduit littéralement veut dire Pokémon fantôme et festival d'été. Et à part le festival d'Obon, il existe une autre raison pour laquelle les Yurei se retrouveraient dans notre monde. C'est en décidant tout simplement par leur propre chef d'y revenir, même si généralement les esprits ne le font pas sans raison, ils le font en quête de réponse pour retrouver leur corps ou alors donner une information à quelqu'un qui leur tient à cœur. Tout ça bien sûr pour apaiser leurs doutes. Après bien sûr, le Yurei peut très bien venir pour aucune raison, ça y a pas de problème. Et selon le bouddhisme, le voyage entre le monde des vivants et le monde des morts dure 49 jours. Donc 49 jours à traverser les limbes pour pouvoir atteindre notre monde. Et une fois arrivé, l'esprit pourra se promener librement dans notre monde, même si généralement il tourne autour de l'endroit où ils ont été enterrés, l'endroit où ils ont vécu, ou vers leurs proches. Et maintenant, comme promis, on va parler de d'autres esprits japonais qui sont de la même famille des Yurei. Je rappelle bien sûr que les esprits dont on va parler là ne sont pas des Yurei, mais s'en rapprochent plus ou moins. Dans tous les cas, ils sont de la même famille. Je tiens à préciser aussi qu'il y en a d'autres, c'est pas les seuls que je vous parle là. Juste, je ne pouvais pas tous vous en parler parce que sinon, l'épisode va durer 100 ans. Le Shuryo, c'est sûrement l'esprit qui physiquement représente le plus au Yurei, à cause de son bandeau et de son kimono, mais qui pourtant, psychologiquement, est assez opposé. Parce qu'en dehors de l'apparence, ces yokai sont de nature malveillante. En fait, le Shuryo, c'est quelqu'un qui a très mal vécu sa mort, mais qui a passé toutes les autres étapes qu'aurait dû passer le Yurei, c'est-à-dire il est mort en paix, il a été enterré avec des funérailles et tout, mais qui a tellement mal vécu sa mort en fait qu'il est revenu, voire resté dans notre monde, pour essayer d'emmener des gens qui lui sont proches avec lui dans le monde des morts, pour se sentir moins seul j'imagine.
Par contre, il n'est jamais précisé comment les Shiryo emmènent avec eux les gens dans le monde des morts. Bon, on imagine tous qui les tue, mais c'est jamais explicitement dit. Du coup, on pourrait aussi bien croire qu'il a une genre de malédiction, de sortilège qui les emmène avec lui. Et attendez, parce que j'ai pas encore parlé du moyen d'action du Shiryo. Car en fait, le Shiryo apparaît tous les soirs à peu près à la même heure, voire pour certains, ils apparaissent à une heure au pif le soir, pour choper la personne pour l'emmener avec lui. Ah, et bien sûr, c'est rien de se cacher, le Shiryo finira toujours par vous retrouver. Mais rassurez-vous, dans la plupart des histoires, il arrive à un moment plus ou moins long où d'un coup il disparaît et ne revient pas. Les Kozodate Yurei sont des fantômes de femmes mortes en ayant un bébé ou alors mortes en couche, qui reviennent donc dans notre monde pour veiller sur leur enfant, car en fait il n'y a personne pour veiller sur leur enfant. Si une femme par exemple vivait seule avec son enfant et qu'elle meurt et que du coup personne n'est au courant qu'elle est morte, elle va revenir sur la forme d'un Kozodate Yurei pour nourrir et s'occuper de son enfant. Et c'est qu'après que quelqu'un ait retrouvé son enfant et décide de s'occuper de lui, que la Kozodate Yurei décide de partir dans l'autre monde, rejoindre ses ancêtres. Pour le coup, elle, on pourrait vraiment dire qu'elle se rapproche vraiment psychologiquement du profil du Yurei. Elles sont même décrites comme une apparence très humaine, pas mal de gens les confondent avec des humains, et même si certaines Kozodate Yurei portent des vêtements de funérailles, d'autres portent des vêtements normaux. Et sous cette forme, la Kozodate Yurei achète de la nourriture à son enfant pour qu'il survive. Et quand je parle de nourriture, je parle en fait de bonbons, parce que principalement c'est ce qu'ils achètent. Et quand elle a plus d'argent, elle paye en feuilles mortes. Parce que, pourquoi pas. Alors depuis le début, je fais genre que vous savez tout ce que c'est un Onryo, mais peut-être que c'est pas le cas. Et pourtant, je suis sûr que vous en avez déjà vu au moins un. Il faut quand même qu'on en parle parce que Onryo et Yurei, c'est pas exactement la même chose. Donc, on va comparer les points qui les différencient au lieu de vraiment décrire le personnage. Déjà, l'Onryo porte les vêtements qu'il avait quand il est mort. De plus, il garde aussi les blessures qui l'ont tué. Ensuite, les Onryo, ça flotte pas, ça marche ou ça rampe. Et quand ça rampe, c'est parce qu'ils ont les jambes blessées ou juste qu'ils ont plus de jambes. Et pour continuer dans la posture physique, bah là où les Yurei, comme on l'a dit, ils ont une posture assez flasque et fatiguée, bah les Onryo c'est complètement l'inverse, ils sont souvent très rigides en fait. Ils se raidissent comme si justement ils étaient toujours atteints de leur rigidité cadavérique. Et enfin, vraiment le gros point qui les différencie, c'est que les Onryo sont fondamentalement malveillants, et que les Yurei sont neutres ou bienveillants. Et pour vous montrer à quel point il y a de différences entre les deux, je peux même vous en rajouter une dernière. Par exemple, le Yurei, il est parti voir ses ancêtres dans l'autre monde, alors que l'Onryo est bloqué avec nous. Bref, je vais m'arrêter là parce que c'est encore une fois pas le sujet aujourd'hui. Et pour bien comprendre l'influence des Yurei dans la culture populaire, faut qu'on remonte dans le temps et qu'on parle d'art. Et le phénomène artistique qui va nous intéresser, c'est le Yurei-zu. Sous-genre de l'ukiyo-e, le Yurei-zu c'est un genre qui est devenu extrêmement populaire durant l'époque Edo, qui est même resté célèbre pendant presque 2 siècles dans tout le Japon. Il consistait tout simplement à représenter des Yurei sculptés sur du papier ou du bois. Un trait qu'a hérité le Yurei-zu de l'ukiyo-e, ce sont ces fresques très colorées. Même si aujourd'hui on a l'impression que ces œuvres manquent de couleurs, c'est qu'avec le temps, les anciennes illustrations se sont décolorées, car ces représentations étaient généralement très colorées, comme on peut le voir avec Shimobe Fudezuke et le fantôme de la femme dans la cascade, une œuvre de Tsukioka Yoshitoshi qui a gardé ses couleurs avec le temps, chose malheureusement assez rare. C'est l'œuvre de Maruyama Okyo, le fantôme de Yuki, qui popularisa le Yurei-zu dans tout le Japon. Des artistes comme Tsukio Yoshitoshi, Sawaki Sushi et Utagawa Kunizada sont aussi des artistes qui ont aidé à rendre ce genre plus connu. En 1845, le Yurei-zu sera utilisé par les artistes pour critiquer et caricaturer la politique et son gouvernement actuel. Mais ça, évidemment, ça n'a pas plu au gouvernement, qui en conséquence lança des interdictions envers le Yurei-zu. Mais heureusement, ces réformes ne sont pas passées, à cause du départ du conseiller shogunal, qui était à l'origine de cette censure. Et en plus du Yurei-zu, le théâtre est aussi un art qui a mis en avant la culture des fantômes au Japon. Plus précisément le théâtre kabuki. Le théâtre kabuki, c'est quoi? Et bah, comme le dit Wikipédia, c'est la forme épique du théâtre japonais traditionnel. En effet, dans le théâtre kabuki, tout est fait pour être plus impressionnant. Il y avait donc beaucoup de dispositifs pour créer des effets visuels uniques, pour impressionner les gens, comme des personnages qui disparaissent ou qui apparaissent. Donc on y retrouvait même des effets de pyrotechnie, comme de la fumée ou du feu. Même si aujourd'hui c'est assez commun dans le théâtre. Les acteurs portaient beaucoup de maquillage. Pourquoi? Parce que les salles étaient grandes et il y avait beaucoup de monde. Et donc il fallait que les comédiens et comédiennes soient visibles de loin. Mais aussi parce que ça arrivait assez souvent qu'un homme par exemple joue un rôle féminin. Donc le maquillage aidait à faire passer la supercherie. Et pour en revenir à nos fantômes, ils sont devenus populaires dans le théâtre kabuki à peu près en même temps que le Yurei-zu. Et comme le Yurei-zu était plus populaire que le théâtre kabuki à ce moment-là, les théâtres commença à proposer des drames autour d'histoires de fantômes
pour surfer sur le succès du Yureizu. On y retrouve les interprétations de Yurei, mais aussi et surtout des interprétations d'Onryo, l'histoire tournant surtout autour du thème de la vengeance. Même les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent pouvaient y aller, étant donné que les places n'étaient pas chères et que les sujets abordés ne demandaient pas un bac plus 10 en politique. Apparemment, ce qui a attiré les gens, c'était ce côté étrange et mystérieux, mais aussi par curiosité morbide. Ça a d'ailleurs bien marché, vu que le théâtre Kabuki a eu une croissance exponentielle de ses visiteurs, et grâce à ça, a réussi à se faire encore plus connaître. Et d'ailleurs, le théâtre Kabuki existe encore de nos jours, on peut même retrouver quelques représentations sur YouTube pour les plus curieux d'entre vous. Ben, en réalité, pas grand chose. Là où tous mes autres sujets, ça pleuvait de références manga, jeux vidéo, films, séries, bah là, franchement, j'ai vraiment rien. On a parfois 2-3 références au Yurei dans les mangas. Par exemple, dans One Piece, lors de l'arc Wano, on a Brook qui porte cette tenue de Yurei. Alors, j'ai pas la rêve de pourquoi il est habillé comme ça, parce que moi, actuellement, dans One Piece, j'en suis qu'à l'arc Rêverie. Mais je devais quand même vous en parler, parce que pour le peu de références que j'ai, voilà. Allez, vite fait, pour vous en donner une deuxième. Dans Assassination Classroom, le professeur Koro se déguise en Yurei pour effrayer ses élèves. Pareil, j'ai plus le contexte. C'est vraiment plus sûr que c'est un épisode con. Début de saison de merde. C'est après l'assassinat, ils essaient de faire en sorte que les deux professeurs sortent ensemble. Et puis ils disent que leur frère serait le meilleur moyen, du coup ils font des groupes par deux dans la grotte pour faire des couples. Et du coup lui, il se déguise en Yurei pour faire peur aux élèves. C'était vraiment très intéressant. Après, si vous voulez juste trouver des médias avec des fantômes japonais dedans, en général, je peux vous recommander les classiques Ringu et Joan. Après, toujours dans les piliers de la J-horreur, je peux vous conseiller The Eye et Shutter. Pas les versions américaines nulles, hein, les versions d'origine, c'est-à-dire pour The Eye la version chinoise et pour Shutter la version thaïlandaise. Et en jeu vidéo, je vous recommande à 100% Project Zero. C'est un super jeu où il faut exorciser des Onryo et des Raycon avec un appareil photo ensorcelé. Franchement, allez voir, il y a Rome Station pour ça. Vous n'avez pas d'excuses pour ne pas y jouer. Ça y est, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, appris des choses ou au moins diverti. En tout cas, moi j'ai adoré la faire parce que les Yurei c'est vraiment un des sujets qui m'a donné envie de créer cette émission. J'ai adoré faire des recherches dessus. Je sais que j'ai sauté plein de détails qui peuvent vous paraître importants. Par exemple, j'ai pas parlé des Itodama. C'était volontaire parce que les Itodama, je prépare une vidéo dessus. J'ai pas non plus dit des trucs qui me paraissaient vraiment pas assez importants en fait pour les laisser dans la vidéo. Par exemple, j'ai pas dit que les Yurei pouvaient aussi être des enfants ou même des garçons. C'est vrai que je reste assez fou là-dessus, je dis jamais très clairement que les Yurei sont garçons ou filles. En fait, les Yurei sont nés du moment qu'une personne peut mourir, elle peut devenir Yurei. Enfin bref, la vidéo est terminée. Maintenant je vous laisse, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Et à la prochaine pour de prochaines vidéos. La bise!